Radio Recyclerie, un espace sonore où vibrent les écologies. Cyril Dion, Thomas Caillet, Pierre Jolivet et Frédéric Tellier sont 4 cinéastes qui partagent une sensibilité prononcée pour l'écologie et une approche engagée du cinéma. Dans leurs films, animaux, plantes, habitats naturels ou milieux pollués deviennent des personnages et tissent des histoires avec les humains. Ainsi, chaque film devient un objet pour informer comme pour dénoncer, pour éveiller comme pour émerveiller. On a envie de faire du cinoche parce qu'on se dit que l'émotion cinématographique, c'est quand même le meilleur moyen de faire passer les messages. Cette conférence proposée par l'association CUT, Cinéma uni pour la transition, parle de poésie, de propagande et d'écosystèmes appliqués au monde du cinéma. Bonsoir tout le monde, merci à toutes et à tous d'être là. On ouvre le cycle de conférences CUT, il y en aura ainsi tous les mois. Pour cette première, on est très contents d'accueillir Pierre Jolivet, Thomas Caillet et Frédéric Tellier. Cyril Dion va modérer cette conférence. Merci à la Recyclerie de nous avoir accueillis ce soir. Pour ceux qui ne sont pas encore adhérents, on vous invite évidemment à nous rejoindre parce qu'exceptionnellement, on a ouvert un peu largement cette conférence ce soir, mais on sera très sévère sur les suivantes, donc attention à vous. Et puis, on espère que vous allez apprendre plein de choses passionnantes. Passez une bonne conférence et n'hésitez pas à suivre tout ce qu'on va vous proposer avec CUT. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Comme vous voyez, nous sommes d'une parité exemplaire ce soir, c'est absolument magnifique. Donc voilà, vous pouvez le remarquer, nous le reprocher et on peut passer à autre chose. Juste par curiosité, qui est-ce qui est déjà adhérent de CUT là ? Ok, majoritairement. Qui est-ce qui est, j'imagine que ça va de pair, mais professionnel du cinéma là dans la salle ? Presque tout le monde, d'accord. Il y a des amis qui sont venus avec vous, c'est cool. Comme donc vous l'avez sans doute lu, on a créé ce mouvement avec l'idée que le monde du cinéma avait besoin de s'engager dans le combat, ou en tout cas sur la question écologique de façon beaucoup plus prononcée. Et on a ouvert ces 3 chantiers. Donc un chantier sur le fond, donc ce qui va nous occuper ce soir, c'est-à-dire comment est-ce que nos films peuvent parler de ces sujets-là, peuvent participer à réinventer les imaginaires et peuvent participer d'une certaine manière à une forme de bataille culturelle pour que les représentations du monde évoluent. Un chantier sur la forme pour essayer de réduire, puisque c'est une nécessité vitale, l'empreinte écologique de nos films, de nos séries et de notre travail en général. Et un chantier sur la diffusion pour que les films, les séries qui essayent de propager ces messages, on va dire, ou en tout cas de parler de ces sujets, puissent être vus le plus largement possible. Donc ce soir, l'objectif est de s'interroger sur la question: peut-on aujourd'hui parler d'écologie dans des films ? Ça nous paraît être une évidence peut-être, mais pendant des années, moi j'ai quand même déploré le fait que, à part quelques documentaires, la question écologique était totalement absente des fictions. Et si on peut le faire, comment peut-on le faire et quel impact est-ce que ça peut avoir ? Et donc pour en parler avec nous, Pierre Jolivet, donc, qui a récemment réalisé les Algues vertes, mais qui a une filmographie longue comme le bras, notamment beaucoup de films très engagés, notamment socialement. On pourrait parler de Ma petite entreprise, Le frère du guerrier, enfin il y a quand même beaucoup. Mais au niveau de la parité, je rajouterais que tu as fait Demain avec Mélanie Laurent et que j'ai écrit avec Inès Léraud. Qui était invitée ce soir, mais qui ne pouvait pas être avec. Qui est l'héroïne du film. Absolument. Thomas Caillet, qui a réalisé Le règne animal très récemment, mais aussi Les combattants, et Frédéric Tellier, qui a réalisé le plus récemment L'Abbé Pierre, mais juste avant Goliath, qui était une plongée assez glaçante dans le monde des lobbyistes sur les pesticides, ce qui est quand même un sujet assez brûlant en ce moment avec ce qu'on vit avec les agriculteurs. Les algues vertes ne l'est pas moins d'ailleurs, avec ce qui se passe en Bretagne. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, et j'ai envie de commencer par vous demander justement pourquoi, à votre sens, la question écologique était aussi absente des fictions jusqu'à maintenant, et qu'est-ce qui vous a conduit, vous, à vous emparer de façon très différente d'ailleurs de ce sujet-là dans vos films récents ?
Qui est-ce qui voudrait commencer? Pierre, ouais. C'est une longue histoire. Moi, je suis un écologiste de la première heure, d'une autre génération, interpellé par René Dumont posant son verre d'eau sur une table et dans les années 70. Et tout d'un coup, je me dis, tiens, lui, il a raison. Donc, les seuls moments où je me suis présenté en politique sur des listes étaient sur des listes écologiques. Pas que je voulais faire de la politique, je voulais surtout faire du cinéma. Mais ça faisait partie de mon imaginaire et de ma vie. Et c'est vrai que je m'étonne d'avoir mis autant de temps à faire un film véritablement écologique, même si j'ai fait beaucoup de films sociaux. Je suis venu très tard à l'écologie, et c'est le livre d'Inès Léraud qui m'a déclenché sur ce désir. Mais pourquoi tu penses que tu as mis autant de temps alors? Eh ben, c'est ça. Eh ben. C'est ça. Je crois que l'écologie au sens propre du terme avait un côté militant qui me faisait un petit peu peur. Donc je pense que ça m'éloignait, et puis j'avais pas trouvé l'ingrédient humain, je pense, pour raconter une histoire. L'ingrédient humain, c'était Inès et son histoire. D'ailleurs, quand j'ai lu la bande dessinée, qu'il y avait un concours, parce qu'il y avait 3 productions qui voulaient faire le film. Et donc j'ai passé une audition, ce qui est toujours bon à mon âge. Et c'est Inès qui devait décider qui allait faire le film. Et c'est vrai que c'est la dimension humaine de cette lanceuse d'alerte qui m'a interpellé. Elle a été d'accord pour raconter son histoire. Je crois que j'aurais pu faire des films écologiques avant. Peut-être là, j'ai trouvé le bon moyen humain pour raconter une aventure humaine, une héroïne, une lanceuse d'alerte, pour raconter le fond. Voilà. Et puis peut-être que ça m'a pris du temps pour être mûr pour le faire. C'est vrai que c'est très bizarre. Il faudrait que j'en parle à mon psy. Mais donc, tu as l'impression qu'avant, tu étais face à un sujet militant et tu savais pas par quel bout le prendre, et que tu as eu besoin d'avoir un personnage, une véritable histoire pour pouvoir t'en saisir. Oui, qui nettoyait le côté militant, le côté premier degré. Donc ça a été une mise. Alors c'était assez facile pour moi, étant militant écologiste, mais c'est vrai que cette femme a mis une dimension dans sa vie. Moi, c'est ça qui me passionne aussi dans l'écologie. Nous, on est très bien, très à l'aise pour faire nos films. On est protégés de tout, mais les militants écologistes, ils sont en première ligne. Et cette confrontation physique du combat écologique d'une lanceuse d'alerte en première ligne face à des agriculteurs beaucoup plus forts qu'elle, cette mise en abîme, cette mise en danger de son corps et de sa vie pour la cause écologique, là tout d'un coup j'y ai trouvé le jus pour essayer de faire un film de cinéma. Mais avec ce pari très particulier sur ce film qui est que j'avais un choix éthique à faire par rapport à son travail à elle, c'est-à-dire qu'elle a accepté d'écrire le film avec moi, et je lui ai donné, non pas le final cut de l'histoire, c'est moi qui l'avais, elle avait le final cut sur ce qu'elle disait elle. Et donc à partir de là, c'est vrai que j'étais lié par une éthique, mais cette éthique me paraissait pertinente par rapport au combat écologique qu'elle menait. Qui est-ce qui n'a aucune idée de ce dont parlent les algues vertes? Ok, pas beaucoup. Tu veux dire en 2 mots, peut-être? Oui, elle a enquêté depuis des années, quand il y a eu un mort suspect sur une plage, elle a enquêté sur le fait que dans les bassins versants, je vais être chiant 2 minutes, mais sur les bassins versants qui arrivent sur la mer, il y a beaucoup d'exploitation de porcs, par exemple, qui créent énormément de nitrates. Ces nitrates descendent jusqu'à la mer, et quand ils arrivent à la mer, ces nitrates, ils sont dévorés par les algues vertes qui adorent le nitrate, et elles sont en abondance depuis maintenant 20 ou 30 ans. Il y en a chaque année un petit peu plus. Et qu'évidemment, quand elles se solidifient, quand elles sèchent, en dessous, elles dégagent un gaz qui s'appelle l'H2S, qui est un gaz mortel. Donc, il y a eu un cheval qui est mort, il y a des gens qui sont morts, voilà. Et en enquêtant là-dessus, évidemment, elle a découvert tout le système, l'omerta bretonne, parce qu'il ne faut pas parler des algues vertes, et que ça monte jusqu'au procureur, ça monte jusqu'au député, ça monte jusqu'au maire. Il faut savoir que sur le film, nous n'avons eu d'autorisation de tourner quasiment nulle part. Je suis passé à l'épaule parce que je n'avais pas le droit de mettre un travelling. J'ai fait tout le film à l'épaule parce qu'à l'épaule, sachez-le les militants, personne ne peut vous empêcher de tourner où que ce soit. C'est comme si vous aviez un appareil photo. Mais enfin, j'ai découvert quand même que cette cause écologiste des algues vertes était vraiment très mal vécue en Bretagne, où il y a un schisme entre ceux qui sont pour lutter contre les algues vertes et ceux qui disent qu'il ne faut pas embêter l'agro-industrie qui nourrit beaucoup de monde. Voilà. Donc c'était amusant parce que le film était une équipe. Il y a la chef décoratrice, qui est d'ailleurs membre de CUT déjà. Ma chef déco qui est là, Stéphanie Bertrand, et qui a eu beaucoup de mal à ce qu'on fasse le film dans le budget, parce que c'était vraiment un combat de militants, quoi.
mais avec une jeune équipe de militants bretons, de techniciens bretons. Plus on leur disait vous n'avez pas le droit, plus ils y allaient à fond, plus ils étaient excités comme des puces, et ils ont fait des miracles. Et c'était vraiment amusant de faire un film militant avec des militants, où chaque jour était un combat. Voilà. Et là, il y avait une sorte de cohérence. Et heureusement, on était suivis par des producteurs formidables, par des distributrices formidables, Carole Scotta de Houécourt qui est là, et qui nous ont suivis sur cette route. Voilà, il y avait une sorte de cohérence. Je crois que peut-être avant, j'avais jamais trouvé cette cohérence à ce point-là, tu vois, entre le sujet, le budget, les partenaires. Il y avait un truc dans lequel j'étais à l'aise. Thomas, est-ce que l'écologie est un sujet qui te préoccupe depuis longtemps, oui ou non? Et à ton avis, pourquoi est-ce que c'est si difficile de s'emparer de ce sujet-là? Pourquoi le cinéma français y arrivait pas jusqu'à maintenant? Je sais pas trop. Alors pourquoi moi, je crois que ça vient de mon père, en fait, qui était militant écologiste dans les années 70. Je grandis je me souviens de trajets en voiture avec les autocollants nucléaires, non merci, priorité à la vie, René Dumont, etc. Tout ça, ça a été vraiment fait partie de mon enfance. Et même en revoyant les vidéos de vacances de quand on était petit, il y a toujours un moment où on voit des bambins sur une plage, et puis ça dézoome et on voit un pétrolier. Et il y a un commentaire un peu définitif de mon père derrière, hein, ou un zoom sur une poubelle, etc. Donc ça faisait vraiment partie de notre vie, du discours qu'il avait aussi sur la vie. Et du coup, ça faisait partie de notre monde. Donc moi, j'ai eu l'impression que raconter des histoires, c'était aussi mettre ça en scène, quoi, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Et après, il se trouve que sur les films que j'ai été amené à faire jusqu'ici, il y avait une dimension, disons, je sais pas si c'est de l'éco-anxiété, mais en tout cas, il y a un truc existentiel, il y a des enjeux existentiels importants dans le choix de caractériser des personnages et de leur trouver de nourrir des enjeux. Et j'ai l'impression que c'est ce qui nous entoure, l'environnement, la nature, même la question du paysage, a toujours été une façon intéressante de descendre au fond du personnage, quoi. Il y a toujours je trouve que c'est une extension intéressante des personnages. Du coup, j'aime bien qu'il y ait une tension entre les deux. Parler de l'environnement, parler de quelque chose qui est devenu une crise très actuelle, quoi. Ça me semble à la fois naturel, nécessaire. J'aurais du mal à trouver des trajectoires qui sont totalement indépendantes de ça. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'on est lié à notre monde, quoi, quelque part. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu as l'impression que les personnages font partie à la fois d'un territoire, d'une certaine manière, d'un écosystème, et que parler de ces personnages ne peut pas se faire sans parler de tout ce à quoi ils appartiennent. Jusqu'ici, c'est ça. Ouais, c'est vraiment bien formulé. Non, mais je m'en servirai pour une prochaine note d'intention. Après, pourquoi le cinéma français ne l'a pas fait pendant longtemps? Je ne sais pas s'il l'a pas totalement fait, mais en tout cas, peut-être que c'est moins marginal maintenant. J'ai le souvenir, en tout cas, que dans les années 2000, quand je m'intéressais au cinéma, il y avait une frange, il y avait du cinéma social, il y avait du cinéma politique, mais même là-dessus, il y avait quand même cette critique, souvent, qu'on n'arrivait pas à se saisir de notre histoire contemporaine. J'ai l'impression que ça, c'est un peu en train de changer, que la réactivité est plus forte, quoi, qu'il y a un truc qui est plus immédiat. Maintenant, voilà, c'est vraiment, je suis pas très analyste de ça, quoi. Non, mais c'est vrai qu'on a vu pendant des années, notamment les Américains se saisir de faits divers dès qu'ils arrivaient, et parfois même sans doute un peu trop tôt. Et on a peut-être senti dans le cinéma français toujours beaucoup de recul, et on ne compte pas. Alors ça, c'est pas que dans le cinéma français, le nombre de films sur la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, où on se dit que là, on a beaucoup de recul, donc d'une certaine manière, on est capable d'analyser les enjeux et de les mettre en scène peut-être de façon plus dépassionnée. Et peut-être qu'on se sent effectivement le nez sur le guidon quand il s'agit de quelque chose qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Oui, je sais pas, peut-être que ça vient de la censure, de l'ORTF à une époque, j'en sais rien, mais je me souviens être tombé à 20 ans sur un bouquin qui s'appelait Algérie-Vietnam, cinématographie comparée, ou un truc comme ça. C'était flagrant la façon dont, dans certains pays, on se saisit de l'histoire récente quand elle se fait, au moment où elle se fait, et pour d'autres où c'est vraiment tout est problématique, il faut attendre beaucoup d'années avant d'avoir le recul, avant de se dire oui. Est-ce que c'est à cause de la centralisation? Est-ce que c'est parce que le cinéma est public? Je ne sais pas. Frédéric, toi, tu as notamment dans ta filmographie récente, que ce soit Sauver ou Périr, L'Abbé Pierre ou donc Goliath, il y a quand même une fibre relativement engagée, on va dire. En tout cas, on sent que tu as envie de te servir de tes histoires, de tes films pour parler de sujets assez brûlants dans la société.
Comment est-ce que l'écologie se situe à l'intérieur de ça, à l'intérieur de tes préoccupations et à l'intérieur de ton travail ? En fait, si je sors un peu de moi, je me dis que je réfléchissais, j'écoutais Pierre et Thomas, et je me dis, c'est étonnant parce que, par exemple, sur la politique, on a eu le juge Fayard, on a eu Yves Boisset, on a eu des réactions assez immédiates, assez à chaud. Et l'aspect presque sociologique de l'écologie, est-ce que c'est parce que ça s'est beaucoup décloisonné aussi ces dernières années pour nous tous, qu'on se sent capable d'en parler, de s'en saisir, d'en avoir la responsabilité aussi, d'être critique, de réfléchir. En ce qui me concerne, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est les histoires vraies. Peut-être parce que je manque d'imagination, mais en tous les cas, ça me touche toujours beaucoup de rencontrer des témoins, des témoignages. Et c'est ce qui s'est passé avec l'écologie. J'ai l'impression de raconter toujours la même histoire. Je le cache à chaque fois pour que les gens viennent quand même, mais je raconte toujours un peu la même histoire. Justice, injustice, bien, mal, perte du bon sens, intégrité versus cynisme. Et il y a quelques années, une dizaine d'années, un peu plus, une quinzaine d'années, je suis tombé sur un livre qui s'appelait Le petit livre noir de l'agriculture, je crois, d'Isabelle Saporta, qui m'a totalement... Alors, j'ai des grands-parents vignerons, donc j'ai des souvenirs comme Thomas de paysages, de terre, mais quand j'ai découvert ça, en fait, ça m'a interpellé. Je me suis dit, je ne vis pas dans le monde, le vrai monde, en fait, qu'elle me décrit. Donc, j'ai commencé à enquêter comme ça, à titre personnel, et à être de plus en plus saisi et effrayé, en fait. Et je me suis dit, très vite, sont mis en place des réflexes de cinéaste en me disant comment raconter ça. Et très vite, les codes du thriller se sont mis naturellement en place, en fait. Ça n'a pas été un gros exercice artificiel. Je me suis dit, en fait, ça marche comme ça. Et c'est vrai que je pensais à des films que, par ailleurs, j'avais adorés. Peut-être Tout ça est lié, j'en parlerai aussi à mon psy ou à celui de Pierre. Mais je pensais à L'affaire Pélican, je pensais à des films comme ça, des années 70-80 aux États-Unis, où Erin Brockovich, qui, certes, utilisait certains artifices narratifs, mais qui parlait en profondeur de ces sujets quand même. Dark Waters, récemment. Dark Waters, plus récemment. Ouais. Très, très beau film, ouais. Et comment est-ce que tu as essayé de contourner, puis je vous poserai la question à tous les deux aussi, cette crainte, justement, qu'on sent beaucoup chez des auteurs ou des autrices ou des réalisateurs et des réalisatrices, de ne pas faire un film à thèse, justement, et de ne pas faire un mauvais... Je pense que dans la littérature, par exemple, le seul contre-exemple, c'est peut-être 1984 et Le meilleur des mondes, où on se dit, tiens, ils avaient vraiment une intention délibérée de faire quelque chose, et c'est devenu une œuvre qui est restée dans le temps, mais sinon, on se méfie quand même beaucoup de ça. On se dit, oh là 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 là, non, mais moi, ce que je fais, c'est de l'art, je ne vais pas commencer à devenir un militant, un porte-drapeau. Donc, comment est-ce que vous avez abordé tout ça ? Alors, je sais pas pour mes copains, mais moi, en fait, je crois, à chaque film, j'ai l'inconscience de pas y penser. Je m'en aperçois après. Quand je fais la tournée, on évoquait un peu le sujet avec Thomas. Moi, on m'a pris pour un expert de l'écologie, des pesticides, du glyphosate, du chlordécone. Donc, à chaque fois, je vais beaucoup me justifier en disant que j'étais un témoin et pas... Bien sûr que d'avoir traîné pendant 6-7 ans avec des scientifiques, des politiques, des militants, j'ai acquis une certaine connaissance, mais que j'oublie immédiatement quand je pars pendant 6 ans avec les compagnons d'Emmaüs. Donc, c'est plus au moment de partager le film où ça vient. Quand je le fais, j'avais plutôt peur de ne pas arriver à le faire parce qu'on me l'empêchait, mais j'avais fait Guy Georges avant, j'avais déjà peur que Guy Georges m'attrape, ou un de ses copains, donc en fait j'ai toujours peur. J'ai toujours un peu peur quand je fais un film du sujet, parce que justement il est engagé, que c'est ce que j'aime moi dans ce type de film, en fait, c'est ce sont des films, donc ce sont des œuvres, il y a de la distraction, du divertissement, mais il y a un petit coup de poing dans le ventre dans les films de Pierre, dans ceux de Thomas et dans ceux que j'essaye de faire aussi. Donc c'est plutôt ça la crainte que j'avais. Moi, j'avais pas peur c'est-à-dire, j'avais une démarche de cinéma, une fois de plus, quoi. Je me disais comment raconter, comment avoir des personnages à qui s'attacher. J'avais juste en tête d'essayer de ne pas faire de manière très prétentieuse Erin Brockovich. J'avais pas envie qu'on se rappelle du film pour le personnage, mais plus pour le sujet. Voilà, ça, c'était un truc que j'avais à l'écriture tout le temps, quoi, de garder l'idée du film et de ne pas se laisser embarquer par la virtuosité, même s'ils sont formidables, de tous les acteurs dans le film. Et je voulais qu'on garde le sujet. C'était plus ça mes préoccupations d'écriture, en tous les cas, quoi. Toi, Thomas, tu parles de quelque chose qui est...
assez absent là aussi. Notre relation au monde sauvage, il est très souvent dans des films qu'on qualifierait un peu pour jeune public, je sais pas, Le Renard et l'Enfant, ou des films qui sont pleins de bons sentiments, on va dire. Ce qui est aussi une critique très récurrente quand on essaie de faire des films qui parlent de ces sujets-là et dont on a peur. Et pourtant, tu as fait une proposition de cinéma qui est quand même très, enfin, en tout cas, à mon sens, très originale. Qu'est-ce qui t'a guidé et est-ce que tu t'es méfié justement de cette idée de ne pas faire de film à thèse ou de ne pas faire de film militant? Vaste question. Alors déjà, les bons sentiments, c'est bien. C'est mieux que les mauvais sentiments, par exemple. Ensuite, non, il y avait ce truc depuis le point de départ, c'est-à-dire quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à cette question de la mutation homme-animal, quoi. Je me suis vraiment rendu compte qu'effectivement, au premier abord, dès que ça parle d'animaux, c'est pour les enfants. Il y a cette espèce de, donc la bonne façon de le faire, moi, j'ai eu l'impression que c'était de pas en faire un sujet. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles, en tout cas, on rentre dans le film de manière hyper sans en faire un mystère, quoi. C'est donné comme ça, et puis les gens font avec. Ils trouvent que c'est parfaitement normal dans ce monde-là. Et du coup, ça me permettait de dire, on va en faire quelque chose. Suivez-nous, suivez l'histoire. On va en faire quelque chose. Embarquez avec nous. Mais vous posez pas trop de questions sur l'origine du truc, sur l'arrivée de l'anomalie, etc. Donc de pas surligner le sujet, et ensuite de laisser le film aussi prendre le relais, la fiction prendre le relais, monter en pression, et pour ça on se sert de tout ce qu'il y a dans une histoire, quoi, et des genres que ça convoque. Après, c'est marrant, je t'écoutais parler, je me souviens d'un intervenant, alors j'ai plus perdu son nom, mais qui était, quand j'étais en formation scénario à la FEMIS, qui nous disait qu'en gros, il y avait un grand spectre qui allait de la poésie à la propagande, et que nous, il fallait qu'on se situe au milieu, dans cette zone à risque qui est la dramaturgie. Et donc, il fallait faire attention, parce que s'il n'y a pas assez de dramaturgie, on bascule dans la poésie. Donc ça, c'est risqué. Et s'il y a trop de discours, si c'est trop structuré, trop programmatique, on tombe dans la propagande. Et à la fois, ça avait l'air comme ça d'être un outil assez strict. En fait, les frontières sont évidemment hyper poreuses. Et il y a plein de moments au cinéma où la poésie m'appelle et me fait du bien, et plein de moments aussi où je trouve ça ultra important qu'il y ait des points de vue assumés, des discours assumés. J'ai rien contre un bon monologue à plein d'endroits. Enfin, tu parlais d'Erin Brockovich. Je pense qu'il y a des pavés de monologues engagés avec musique mélo par-dessus, et ça nous gêne absolument pas, parce que c'est bien interprété, parce que c'est amené, et parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, tout simplement, un rapport qui est sincère par rapport aux propos. Donc je pense que c'est surtout ça qui protège. Quand on sait qu'on est dans un truc qu'on a envie de défendre, on est au bon endroit. Et puis après le relais, c'est les personnages, quoi. Essayer de se débrouiller pour que ce soit juste, quoi, qu'il soit en fait, c'est la dynamique d'action, je dirais. Voilà. C'est peut-être ça d'ailleurs la signification de ce que ça veut dire dramaturgie. C'est tant que ça avance, tant qu'il y a du conflit et que ça avance, c'est que c'est bon signe. Si on s'arrête trop longtemps, c'est peut-être qu'on s'est mis à parler, quoi. Voilà. Pas mal. Mais il y a aussi toute une dimension de mise en scène qui vient appuyer ça, parce que quand tu donnes cette espèce de spectre entre la poésie et la propagande, effectivement, on pourrait se dire, à un bout du spectre, on pourrait mettre, je sais pas, The Tree of Life de Terrence Malick, et à l'autre bout, je sais pas, Spotlight, qui sont deux films qui ont été oscarisés, qui sont des très grands films, et qui, pour autant, convoquent vraiment une forme d'extrême de l'un ou de l'autre. Quand on se retrouve avec 45 minutes dans The Tree of Life, où on voit des images comme ça qui défilent, et qu'on se dit, mais bon, il vaut mieux le voir au cinéma. Moi, j'ai absolument adoré. Et effectivement, tu as des films qui sont des films de discours purement assumés et qui fonctionnent. Et ça, le travail d'écriture, certes, mais le travail de mise en scène intervient quand même de façon assez décisive là-dessus. Oui, bien sûr. Ouais, il faut que ce soit organique, quoi. Faut que c'est là. Quand je disais qu'il doit y avoir un rapport sincère avec l'objet, quoi, qu'on est en train de travailler, c'est ça. Je pense qu'il y a un moment, ça donne envie de s'embarquer ou pas. Quand on est sans cesse rappelé à l'ordre par un programme, par un discours, c'est quelque chose qui a été mal digéré, quoi. Mais oui, c'est évidemment, c'est de la mise en scène, c'est comment on entre dans les scènes, c'est comment les mouvements du film circulent, c'est à quel moment ce qui arrive dans l'intimité des personnages qu'on traite nourrit ce qui se passe plus politiquement dans leur action, ce qui est le cas dans ton film, dans le tien aussi, je parle de Goliath. Donc il faut tresser tout ça, quoi, pour que les personnages ne soient pas hors sol, qu'ils continuent à avoir une réalité dans un monde qui existe.
Pierre, tu voulais réagir ? Oui, j'ai fait ma psychanalyse pendant que vous parliez. Je crois que j'ai trouvé une petite piste de réponse parce que c'est vrai que tu parles de tes grands-parents agricoles, de ton père. Voilà. Moi, j'ai grandi en banlieue, dans un milieu très modeste. J'étais vraiment dans une banlieue ouvrière et mon cinéma était social et a toujours été social. Et c'est vrai que quand il y a 20 ans, je veux faire ma petite entreprise, je ne trouve pas de financement parce qu'on me dit mais les petites gens, les petites entreprises, ça intéresse personne. C'est parce que c'est issu d'une culture de la nouvelle vague. D'abord, on est le pays de Marivaux, donc 8 films sur 10 sont des histoires d'amour. Donc ça, c'est vraiment notre label principal. Quand on regarde le nombre de sujets, à l'avance sur recette, partout, quand même 3 fois sur 4, c'est des films qui racontent l'histoire d'un homme, d'une femme ou d'une famille, etc. Donc on est vraiment dans cette culture-là et c'est notre succès aussi à l'international. C'est des histoires d'amour qui ont fait le tour du monde de un homme et une femme à Anatomie d'une chute aujourd'hui. Donc notre image est une image, on se renvoie une image d'un pays où Marivaux est le guide, et en plus avec une nouvelle vague très bourgeoise dans son ensemble, qui est très germano-pratine, qui réfléchit moi et moi-même, et ma sexualité, ma femme, etc. Et donc moi je suis totalement en réaction de ça, puisque je suis fasciné par le cinéma anglais de Ken Loach et le cinéma américain dont vous avez parlé, ou du premier film que je vois qui s'appelle Blue Collar, qui est le premier film sur les syndicats américains dans les usines. Et donc je suis enclin à un cinéma plutôt ouvrier, plutôt social. Et puis le temps passe et je réfléchis aux algues vertes. Entre-temps, j'ai eu 2 enfants, des petits-enfants. Et donc je pense que c'est ça quand même. J'ai ma fille qui a 24 ans, qui est engagée, qui est une militante, qui est à la fac, qui fait des réunions, qui va, voilà. Et ça m'entoure. Et la réalité d'aujourd'hui, c'est celle-là. Et donc, au moment de ma petite entreprise, la réalité, c'est la petite entreprise. C'est toutes ces petites boîtes qui vont mourir, qui se battent au jour le jour pour survivre. Et tout d'un coup, là, tout a changé. Ma fille, elle ne parle que de ça. Elle est pleine d'éco-anxiété, mais en même temps, une envie de combattre. Et donc, je suis rattrapé par la réalité, par ma réalité, mais par la réalité de mes enfants et de mes petits-enfants. Et tout d'un coup, j'ai envie d'attraper cette réalité-là, de servir à quelque chose. À mon âge, avec tous les films que j'ai faits, qu'est-ce que je peux faire qui ait du sens. Et donc ce sens me donne du sang, me régénère le sang. Et donc voilà, je crois que là, il y a une envie, et c'est un shoot. Je crois que j'aurais du mal à faire autre chose maintenant. Je veux dire par là que quitte à être encore là et quitte à avoir la chance, les moyens de faire encore du cinéma, ce sens me paraît totalement indispensable. Alors le challenge qu'on a, et dans différentes formes de cinéma, je crois que derrière ce sens, il faut faire du cinoche, quoi. Il faut faire du cinoche. Je crois qu'aucun des films sont des films chiants ou militants. On a envie de faire du cinoche parce qu'on se dit que l'émotion cinématographique, c'est quand même le meilleur moyen de faire passer les messages. C'est ça qui fait que le cœur bat, qu'on se souvient d'une scène, d'une émotion, qu'on a eu un peu la larme à l'œil, que voilà. Et c'est ça qui va emmener le sujet. Donc notre pari, évidemment, il est là. Donner du sens, faire un acte politique, dénoncer, raconter, et en même temps que le spectateur se dise par rapport à tous ces films quand même, moi je fais les algues vertes pour 3 millions d'euros, je me retrouve quand même en 4 semaines, Carole le sait, on se retrouve face à, sur 4 semaines d'exploitation, le film a marché quand même, mais on se retrouve face à Indiana Jones, Mission Impossible, Barbie, Oppenheimer. Donc, quand même, hein. Non, il y a eu un choix de date de sortie qui était très audacieux. Très gonflé. Avec Carole, on se dit on va y aller. Non, ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, on est avec un film de 3 millions d'euros face à des films qui ont coûté 70, 80, 120 millions de dollars. Et ce David et Goliath, puisque tu as appelé ton film Goliath, ce David et Goliath-là, culturellement, intellectuellement, nous, on est en face tout le temps. On est le seul pays qui challenge, qui se retrouve sur le ring avec un mec qui fait 120 kilos alors qu'on en fait 35. Et donc, il y a une envie, si tu veux, de faire du cinéma, quitte à faire le combat. Autant y aller avec des trucs qui nous branchent vraiment, qui aient du sens et qui donnent envie. Voilà. Et donc de faire du cinéma. Comment est-ce qu'on peut faire du cinéma avec 3 millions, avec une histoire rigoureuse et réelle? C'était vraiment le challenge. Et c'est vraiment un challenge super excitant, quoi. Voilà. Frédéric, parce que je pose... je pose pas la question à Pierre, parce que je pense que la réponse était déjà dans ce que tu viens de dire, mais
est-ce que tu as le sentiment qu'en tant que cinéaste, on a une responsabilité dans la société? Est-ce que les histoires qu'on raconte, d'une certaine manière, ont une forme d'impact? Ou est-ce que pour toi, voilà, c'est de l'art et on ne sait pas? C'est la vaste question. En fait, je sais pas, on est toujours un peu hésitant entre tout ça et puis animé de tout ce dont tu parles. Je crois quand même que déjà quand on démarre, c'est Kubrick qui disait ça. Et il disait, moi, ce qui fait que j'aime une histoire, c'est un truc, je peux pas l'expliquer. À un moment, je l'aime et j'ai envie de faire un film. Je pense qu'on est tous pareil. On pense pas, on n'intellectualise pas. On tombe sur une histoire, un livre, une personne, une idée, quelqu'un qui nous raconte un truc un soir. On se dit, ah putain, c'est dingue. Et puis ça tourne. Et puis tous là, on se dit au bout d'un moment, tiens, ça a tenu. Ça a tenu depuis quelques mois. Depuis 6 mois, c'est tiens, que... puis ça se construit. Il y a des idées qui. Après, on est quand même obligé de constater que c'est un média très puissant, le cinéma, très attaqué aussi pour cette raison d'ailleurs, mais très puissant. Donc, c'est vrai que le spectre, la masterclass désormais de Thomas entre la poésie et qui est un vrai repère pour nous maintenant dans le poésie propagande, bien sûr qu'on a quand même toujours ça en tête, de se dire attention, que je sois compris, quand même, on fait du cinéma pour être vu, et puis d'un autre côté, attention, que je ne sois pas trop démasqué non plus dans mes intentions. Quand j'ai fait Goliath, j'aurais été très mal à l'aise, malgré tout, de faire un film militant. J'avais envie de réfléchir au système, d'ailleurs c'est ça qui m'intéressait, de réfléchir au système des hommes, aux matrices différentes, parce que j'ai rencontré des lobbyistes et sont pas des connards finis. En fait, ils ont une matrice qui est radicalement différente. Non, mais en fait, on ne peut pas discuter. Il y a des grilles de lecture qui sont tellement opposées qu'on n'a plus rien. Et c'est ça qui est effrayant d'ailleurs, c'est qu'on n'a plus rien en commun en vivant dans le même monde. C'est un peu de tout en fait qui anime, je crois, qui nous anime nous tous là. Quand on fait un film, en tous les cas, moi, j'ai pas de certitude en me disant attention, il faut que je fasse ça, attention. Et est-ce que j'ai une responsabilité? Oui, mais d'un autre ordre, j'ai une responsabilité de bien faire, d'être sincère, d'être authentique. Mais est-ce que, comme Pierre, tu te dis il faut que je serve à quelque chose, il faut que le film serve à quelque chose ou pas? Ou est-ce qu'un film, ça doit servir à rien? Enfin, on doit pas se dire que ça doit servir à quelque chose. Non, mais je trouve que c'est un peu biaisé dans le cas du débat de ce soir, parce que comme on fait des films engagés, forcément, si tu as une pensée à un moment que ce soit que dans un esprit de contemplation, c'est quand même une contemplation pour pousser à l'action. Je pense. Donc c'est pas qu'une œuvre d'art. D'ailleurs, moi, personnellement, je ne sais pas si je fais des œuvres d'art. Je fais des films où j'ai envie de partager. Je suis plus dans une démarche de Gilles Deleuze. Moi, je fais un partage. J'ai envie de voir si en face, on est comme moi ou si je suis comme en face, quoi. J'ai envie de voir comment ensemble on réagit sur un sujet. Et évidemment que quand on fait un film, on le sait tous ici, ça se fait pas ça prend du temps à écrire, ça prend 2, 3, 4, 5 ans. Moi, j'ai eu beaucoup d'enquêtes très longues sur chacun de mes films. Donc ça me prend presque 10 ans à chaque fois avant de tourner. Tu as le temps de l'expérimenter dans les dîners, de raconter ton histoire, de voir si ça intéresse ou pas, et de savoir qu'il y a un petit intérêt quand même à raconter. Et d'ailleurs, quand je faisais Goliath, avec ma femme ici présente, on a fait tellement de dîners pendant 6-7 ans d'enquête, d'écriture. Il n'y a pas eu un dîner qu'on a fait, on a parlé de l'agriculture et des pesticides, on nous a dit bon, il faut que ce soit raisonné. Et nous, on disait bah non, ça n'a rien à voir, c'est pas ce dont on parle. Donc voilà, moi, ça m'animait beaucoup d'avoir envie de partager un spectacle au cinéma, et un spectacle utile, oui. Toi, comment t'es avec ça, Thomas? Est-ce que tu te sens une responsabilité? Est-ce que tu as envie que tes films soient utiles, d'être utiles? Ouais, ouais, moi ça me terrifie, c'est ce truc-là, parce que je pense que je pense qu'effectivement on est quand même responsable de ce qu'on raconte, et qu'on est responsable à plein d'endroits, quoi. C'est-à-dire que, comme le disait Frédéric, c'est quand même une longue histoire, c'est une aventure hyper longue, un film. Ça passe par des tas de filtres, ça passe par des tas de versions de scénarios, des tas de réflexions. Je veux dire, par rapport à ce qui est finalement sur l'écran, c'est des milliards de poubelles d'idées remplies à ras-bord. Donc forcément, si on a décidé de garder celle-là, c'est qu'il y a une raison. Donc on doit quand même,
je pense qu'on en répond d'une manière ou d'une autre. Et puis après, personnellement, enfin, je sais pas, c'est peut-être très prétentieux de dire ça, mais j'ai envie que ça marche à tous les niveaux. C'est-à-dire que j'ai envie qu'au premier niveau, le spectacle fonctionne, mais je veux qu'il fasse ressentir des choses très physiquement. Je veux que l'émotion fonctionne, je veux que le sens fonctionne, que la réflexion, que même ce que j'ai fini par enlever en me disant peut-être que les gens vont les creux, les gens vont s'en emparer, même ça j'ai envie que ça marche, donc j'ai envie que tout fonctionne, les angles morts comme ce qui est filmé en plein cadre, en pleine lumière. Donc oui, après c'est là où c'est un peu magique, c'est que malgré toutes ces réflexions, toutes ces ambitions, toutes ces intentions, toute cette prétention, à la fin on a 1h30, 2 heures d'images, de musique et de son, et puis il y a des choses qui passent et d'autres qui passent pas. Sur Le règne animal, moi j'étais ultra ravi en projection publique de voir que l'essentiel était passé. Voilà, pour moi l'essentiel est passé. Et après il y avait plein de choses qui passaient chez certaines personnes et d'autres non. Et après les films y rebondissent et voilà. Mais évidemment qu'à la base moi je veux tout, je veux absolument tout. Je rebondis. Pareil, nous, quand on a fait Goliath, on a été invité à le projeter au Parlement européen. C'était un grand bénéfice. En fait, ça dépasse le cadre du film à un moment. Et ça, je crois qu'on touchait, je dis on en associant Chloé, parce qu'on a tellement vécu ensemble. Quand on a fait l'Abbé Pierre, on a projeté à l'Assemblée, t'as l'impression de toucher le truc quand même un peu. C'est-à-dire de pas donner que du spectacle et des émotions, mais de toucher le fond du sujet. Et bien sûr, j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure, les naissances de vocation, les retours, les jeunes qui voient, qui s'engagent, qui te parlent de ton film, qui des années après t'envoient un petit mot en disant à la suite de votre film, je me suis engagé dans la politique ou dans l'écologie c'est quand même une grande satisfaction, ouais, bien sûr. Justement, je voudrais rebondir sur les algues vertes. Évidemment, on fait une énorme tournée avec Houécourt. On fait des projections à l'Assemblée nationale, on fait des projections pour le Sénat, on fait des projections pour le Centre économique et social. Chose qui n'était jamais arrivée, le tribunal administratif des Côtes-d'Armor condamne l'État à nettoyer les bassins versants. Ce qui est une vraie... Là, pour le coup, le film est un énorme succès dans toute la Bretagne. C'est un impact direct, oui. Et ça a un vrai impact. Et donc, il condamne l'État à nettoyer les bassins versants. Et ça remet tout en perspective de façon intéressante. On dit, tiens, là, le film, pour le coup... Il a remué les trucs, il y a eu des articles, etc. Et donc l'État est condamné, il fait appel, je pense qu'il ne va rien nettoyer avant 2 ou 3 ans. Donc ça remet quand même aussi en perspective l'efficacité du combat écologique. Et je fais 2-3 débats avec Inès, et notamment avec des responsables de la FNSEA, et c'est super poilant, quoi. Parce que on a des arguments, elle a travaillé, elle sait toute sa vie, il y a le responsable d'Eau et Rivière, ils en ont rien à péter. Mais rien. Ils ont un programme à dire, ils le disent. Tu leur mets des vrais arguments, ils font oui, ils répondent à côté. Et puis à la fin, ils sont même pas fâchés. Ils font bon, allez, au revoir. Parce qu'ils savent qu'ils ont qu'à passer un coup de fil au ministre de l'Agriculture. Et ça va passer comme une lettre à la poste. Donc quand même, quand on fait un travail de militant comme ça, c'est galvanisant parce que tu vois des salles pleines, des gens qui te parlent, qui font des débats pendant 2-3 heures, tu as des agriculteurs qui viennent te voir pour parler, voilà. Et puis après, tu reviens dans la vraie réalité du monde réel. Et là, tu fais, bon, je vais quand même pas la ramener trop parce que j'ai fait au mieux, mais l'impact a été quand même relativement mesuré. Ça redonne de l'humilité. Mais justement, pour parler quand même un peu d'impact et sur, donc, comme tu dis, qui peut être parfois un peu décevant, mais qu'est-ce que vous avez vu comme impact direct de vos films, à la fois sur les gens et à la fois dans peut-être des dispositions comme ça, législatives, réglementaires, Thomas? Alors, moi, ça va être peut-être pas le le mieux placé pour parler de ça, parce qu'effectivement, les films que j'ai fait jusqu'ici, en tout cas, c'est pas des films sur un sujet particulier, donc il n'y a pas une volonté d'être ancré spécifiquement sur une problématique et voir les conséquences que ça peut avoir. Moi, ce qui m'intéresse au fond, c'est les mythes. C'est la façon dont j'ai l'impression qu'une société elle est organisée autour de mythes fondateurs, et l'ambition que j'ai, c'est qu'on peut chahuter à cet endroit-là aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de raconter des histoires de la destruction, par exemple, qu'on peut raconter autre chose. Là, toute l'idée d'avoir cette anomalie, cette mutation qui crée d'un coup du vivant, qui crée de la diversité, qui crée du chaos, du dérèglement, de la couleur, plein de choses, et on ne sait pas comment faire, donc comment on régule. Voilà, je pense, ce qui est intéressant, c'est de tourner un petit peu
trouver une histoire qui permet de raconter différemment des rapports humains, ce qui se passe dans une intimité, dans une famille, dans une société. Donc moi, j'attends pas de retour à très court terme de ce que je fais. J'ai l'impression que c'est important de se saisir de ces thématiques-là, la question de comment on regarde le vivant, comment on se reconnecte à un monde qui est plus vraiment le nôtre, qu'est-ce que ça veut dire cette frontière entre l'espèce humaine et tout le reste. C'est là-dessus moi que je travaille. Donc les conséquences, en tout cas là, sur ces deux films-là. Donc je n'en sais rien. Après, j'ai des témoignages de gens qui me disent que ça les touche et qu'ils sont heureux de voir ça et que ça leur rappelle des choses ou que ça leur donne envie d'eux. Mais voilà, c'est pas aussi sonnant et trébuchant que du côté de Pierre. Et toi, Frédéric, tu as vu des impacts particuliers du film Oui, mais quand je réfléchis à la discussion qu'on vient d'avoir, je pense que ce que décrit Pierre, c'est que ce serait à la fois c'est souvent la question qu'on nous pose, est-ce que tu penses que c'est utile ? Ce serait très prétentieux de penser que ça change les choses en tous les cas. Moi, il n'y a pas un film où on m'a dit, est-ce que tu penses que ça va changer les choses ? Ce serait très prétentieux. Oui, au fond, oui, j'aimerais bien. En tous les cas, quand j'y consacre 5, 6, 7 ans, je me dis que ça va tout changer. La réalité, c'est ce que décrit Pierre. Mais en fait, c'est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que le cinéma, c'est un moyen de partage émotionnel avec des émotions qui nous ressemblent tous. Ça parle de gens comme nous, ou pas comme nous d'ailleurs, dans certains cas, mais peu importe, ça parle de nous d'une certaine manière. Et c'est un relais, après, évidemment qu'un film va pas... C'est très rare qu'un film ait fait voter une loi ou ait changé une opinion publique. Mais ça participe d'une manière générale à quelque chose. Donc moi, j'ai eu plein de retours sur mes films. Je n'ai pas suivi les gens en particulier pour savoir s'ils sont allés au bout de... Mais je vois bien que ça participe parfois à un débat, ou ça fait naître un débat, et que ça suscite des relais. C'est une arborescence, de toute manière, qu'on ne peut pas maîtriser. Sur Goliath, je sais qu'on a eu énormément, par exemple, de location du film en copie privée pour les associations partout dans la France. On en a eu 500, ce qui est énorme pour un film, parce que quand j'avais fait Goliath, on en avait eu 10. Quand j'avais fait SK1, on en avait eu 10. Donc c'est que c'est un film. Après, moi, je me posais plus la question de... Évidemment, quand on fait un film... on va séduire les gens qui peuvent être séduits. Est-ce que ça séduit ceux qui sont contre ? Je m'en suis vraiment aperçu sur Goliath. Le film, il a été loué dans les associations écolo, en gros. Donc il a fait du bien, hein, évidemment. Mais j'espère qu'il a réussi à faire réfléchir aussi ceux qui n'étaient pas branchés sur le sujet, voire qui étaient contre, ou qui étaient flottants, ou qui ne s'en souciaient pas du tout. Ça, j'ai pas de connaissances, parce qu'évidemment, le retour qu'on a, il est toujours un peu flatteur. C'est comme quand on fait les tournées promo, quand on est en région. Ce sont des gens qui veulent venir voir les acteurs, donc c'est un peu acquis quand même comme public. Moi, j'ai quand même souvent eu des détracteurs politiques qui essayent de me gicler le film, mais c'est quand même à la marge. Sur une salle de 300-400 places, j'en ai un ou deux toutes les 10 séances, quoi. Mais ça m'interroge plus. Est-ce qu'un film, sur un thème donné, peut aller séduire plus loin que les gens qui, naturellement, vont être séduits par le sujet ? Ce qui est souvent une vertu du cinéma, d'ailleurs, par rapport à quelque chose qui va passer sur une plateforme, c'est après, il y a des exceptions comme, je sais pas, Don't Look Up d'Adam McKay, mais c'est de créer une conversation dans la société, y compris avec des gens qui ne vont pas voir le film. Et c'est vrai que le fait de pouvoir avoir une durée d'exploitation relativement longue, de pouvoir apporter le film à des endroits, justement, type Assemblée nationale ou sur des places publiques, et de faire en sorte que dans la presse, il y ait des conversations pour, contre, on a vu ce film, c'est pas possible ce sujet, et on voit bien que ce soit sur la question écologique ou sur des questions du genre, sur la question du viol, de l'inceste, des violences, tout ça ouvre des espaces de discussion, et c'est déjà peut-être quelque chose en soi. Oui, j'ai une anecdote là-dessus qui est, c'est absolument vrai ce que tu dis, parce que si on fait un film pour convaincre ceux qui sont déjà convaincus, évidemment, ça réduit évidemment forcément le spectre. Et en même temps, il ne faut pas trahir l'idée de base. Et c'est assez marrant parce qu'avec Inès, on s'est dit, moi j'ai dit, il faut que le film soit le plus populaire possible. Il aura d'autant plus de sens s'il est populaire, et il sera populaire s'il n'est pas trop chiant et s'il n'est pas trop militant. Et donc, sa rencontre avec le mec de la FNSEA, qui est une vraie rencontre qu'elle a eue, et il l'a attendu comme c'est dans le film sur un parking, ils sont allés boire un verre dans un hôtel, et elle m'a dit, ça c'est marrant, elle me dit, mais tu sais, tel que tu l'as mis là, elle me raconte, il était en t-shirt rose moulant avec une gourmette autour du cou.
Et je lui ai dit, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça parce que c'est too much. Parce que tout d'un coup, on va me claquer la porte au nez en disant, mais attends, c'est une caricature. C'est vrai qu'il y a des caricatures. Quand on est dans le réel du combat militant et écologiste, il y a plein de caricatures. Et nous, enfin en tout cas, c'était mon rôle d'essayer de faire en sorte de casser les caricatures, que le député, elle me dit, mais le député, c'est un sale con. Non, je ne veux pas en faire un sale con. Parce que moi, j'ai rencontré des députés, des ministres vachement malins, avec lesquels j'étais pas d'accord, on se foutait sur la gueule, mais ils étaient quand même d'un certain niveau. Et donc, plus on donne quand même de la place et de la force aux ennemis dans l'histoire, si on fait un cinéma plutôt engagé, je crois que c'est intéressant justement de pas faire le film militant par essence, c'est qu'il y a les bons et les méchants. Oui. Tu milites pour le parti et tout ce qui n'est pas le parti, c'est mauvais. Donc je crois que ça, c'est vraiment un piège dans lequel il ne faut pas tomber, en tout cas dans lequel je ne voulais pas tomber, et il faut se méfier du film militant. Il faut que ça soit un film militant, mais qui, comme tu dis, participe à ce que les gens se posent des questions. Je pense que le travail qu'on fait, c'est d'ouvrir les esprits, d'ouvrir les chakras aux gens qui se disent « Tiens, il y a des choses... » Et là, je vais faire une petite déclaration politique, mais nous sommes un pays où on fait beaucoup de films. On est le 3e pays de cinéma au monde, avec 40% de nos entrées. Il y a les États-Unis, l'Inde et la France. Il faut se rendre compte que ce système français, qui est très mis en danger par le gouvernement actuel, ce système français, il est unique. Et là, je vais faire un rapport avec l'écologie ou avec l'agriculture. Il est unique parce qu'il a de la diversité. Les 3 films dont on parle, c'est 3 films totalement différents. Et la diversité, c'est la vie, comme en agriculture. Si on fait de la monoculture, on est mort. Si on fait de la diversité, si on fait des grands films, des petits films, des films militants, ça, tout d'un coup, on est beaucoup plus vivant et on se rend compte qu'il y a des spectateurs en face parce que cette diversité, vraiment, j'insiste, c'est la vie. Il faut qu'on se batte pour que cette diversité continue. C'est d'ailleurs une chose qui était assez réussie, à mon sens, encore dans Goliath, c'est que le personnage de Pierre Ninet, moi j'avais envie de le croire, vraiment. Et je pense que si je n'avais pas eu envie de le croire et que je m'étais dit c'est juste un méchant, évidemment, on n'aurait pas pris conscience de l'ampleur du travail de ces lobbyistes de la même façon. Et là, pour le coup, il était incroyablement convaincant. Il était très documenté, mais ce qui m'intéressait dans ce personnage et ceux que j'ai rencontrés qui pratiquaient ce métier ou des métiers affiliés, c'était qu'est-ce qui l'émeut en fait, enfin les plus loin, le verbe mouvoir quoi. Qu'est-ce qui fait c'est quoi leur bénéfice en fait dans la vie? Et c'est évident que leur bénéfice de tous ceux que j'ai rencontrés, c'est le gain. C'était le gain de manière générale, l'argent, la victoire, la facilité de vie. Et c'est là où je disais tout à l'heure, avec Chloé, on en a rencontré d'ailleurs, que franchement, il y a des moments où on était attirés par ça. On disait, putain, on n'est pas en train de foirer notre vie, nous, quand même. Ça a l'air tellement simple. Plein de pognon en plus. Ça a l'air tellement simple. Ils font des fêtes sur les plages. Tu te rappelles, on a rencontré un lobbyiste pharmaceutique sur une plage d'Ibiza. On discute avec le gars, on se dit, bah, voilà. Voilà. Là, d'accord. Voilà, il ne se pose pas de problème, il est heureux. Là, on vend des il a des sourires devant ses enfants tous les soirs, puisqu'il ne se pose pas de problème. Mais c'est vrai qu'à la discussion, c'est pas un constat, je ne pense pas être meilleur qu'eux. Il y a une frontière, quoi. Je n'ai jamais su si c'est de la protection, c'est de l'artifice. Je pense profondément, c'est comme ça, quoi. On n'a pas la même matrice, on n'a pas la même responsabilité. Et ça pose une question vraiment fondamentale. Comment changer l'état d'esprit D'ailleurs, quand je faisais Goliath, quand Goliath est sorti, on était en pleine présidentielle, donc on a été beaucoup invités dans les partis politiques. On a beaucoup traîné avec les Verts qui regardaient le film. J'ai beaucoup discuté avec eux. Et on a beaucoup discuté de l'écologie au sens sociologique. C'est-à-dire que l'argument du climat qui nous concerne tous n'est pas suffisant pour rassembler tout le monde. Mais ce que me disaient beaucoup les Verts, ils me disaient oui, mais c'est notre différence. Mais en fait, la différence, ça suffit pas à changer l'état d'esprit, quoi. Parce que c'est vrai que ça nous pose un problème collectif. En fait, les gens, ils galèrent pour se payer un ticket de métro, de la bouffe, des vacances, des transports. C'est tout ça qui est compliqué. Donc en plus... il y a l'urgence climatique. Comment la faire rentrer? Alors moi, mon espoir, mes enfants sont jeunes, ils sont à l'école. Ça y est, c'est acquis. À l'école, c'est dans le programme. On parle des énergies fossiles, des énergies renouvelables. Ça y est, ça rentre. Mais ça va être long parce que nous, notre fille, elle a 9 ans. Donc ça va être long pour qu'elle soit... Et on leur parle de la croissance aussi. Ouais. Oui.
Mais en tout cas, ce qui est très prégnant dans tous vos films, et qui est une règle là aussi de base, c'est, enfin Fincher dit ça, mais enfin tout le monde dit ça depuis tout le temps, mais c'est de prendre le parti de chacun de ses personnages, vraiment. Et que chaque personnage a ses raisons, et que si on va pas au bout de ça, effectivement, ça marche moins bien. Pour finir, avant qu'on engage un dialogue avec la salle, si vous étiez face à un ou une jeune scénariste ou réalisateur ou réalisatrice qui vous dit moi ce sujet me bouleverse, j'ai besoin d'écrire là-dessus, vous lui donneriez quoi comme conseil pour démarrer, à part fais un bon film? Non, mais ça suffit en fait. Je pense que déjà s'il y a ça à la base, c'est formidable. Il y a que ça au fond. C'est le désir, quoi. C'est le désir d'y aller à fond et de croire à fond à son histoire ou à son sujet. Après, il faut un peu tuer ses chéris, comme on dit, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des fois où on a des premières idées et on est sûr que ça s'accroche à fond à toute la structure de ce qu'on met en place. Et puis, il faut souvent, faut accepter de casser l'édifice régulièrement. Mais c'est pour ça que le désir est important. C'est pas grave de casser 10 fois si l'intention de départ est suffisamment forte, ça tiendra, quoi. Donc moi je pense que c'est beaucoup une question de confiance en fait, surtout sur les débuts d'histoire, parce que on peut à tort croire que ça a déjà été fait d'une autre façon et qu'on est attaquable, qu'on n'est pas légitime. Il y a plein de bonnes raisons de pas le faire. Donc la seule raison, le seul truc qu'il faut tenir, c'est j'y crois, dur comme fer. Effectivement, ça me bouleverse, ça me semble le meilleur argument, quoi. Pierre? Je crois une sincérité en face du sujet, c'est-à-dire de réfléchir à quel sujet le jeune ou la jeune réalisatrice a envie d'écrire. La vérité, la cohérence entre la personne et le sujet. Est-ce que c'est vraiment le sujet qu'il ou elle a envie de raconter? Est-ce que ça lui est chevillé au corps? Est-ce que ce désir est fort? Et de le prendre avec courage, parce que faire un scénario, c'est monter, enfin moi c'est cette vision-là, c'est monter la montagne 4 ou 5 fois, quoi. C'est-à-dire qu'on monte la montagne, au minimum. On se dit, oh putain, j'aurais pu passer par là, c'est trop con. On redescend, on le remonte par l'autre côté. Oh bah oui, non mais attends, là, c'est le truc. Voilà, c'est écrire plusieurs versions. C'est vraiment un travail, et c'est le travail en France le plus mal rémunéré. Quand même, parce qu'on n'est pas aux États-Unis ou en Angleterre. L'auteur, depuis la nouvelle vague, est considéré comme, je crois que ça doit être autour de 2,5 à 3% entre 1 et 2, le prix du scénario, alors que c'est 6-7% aux États-Unis ou en Angleterre. Donc il faut vraiment être sûr pour faire cette route-là. Il faut vraiment être sûr de ce qui se passe. D'ailleurs, à une époque, j'avais été invité au Sundance pour être prof avec plein de réalisateurs qu'on admire, et on voyait passer beaucoup d'auteurs qui venaient avec leurs scénarios pour travailler. Et en fait, il y avait 2 trucs qui étaient rigolos. Un, on était d'accord. Alors, c'était très impressionnant parce que moi, j'y étais avec un film qui a été un succès qui s'appelait Force majeure, mais je suis passé entre Les Hommes du Président et Au milieu coule une rivière. Ça force à l'humilité aussi. Ça force à l'humilité quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, on disait tous la même chose. C'est-à-dire que être sûr de votre désir, et quand vous avez des doutes, de revenir à l'origine du désir. Quand tu passes 6 ans, c'est que tu as tout d'un coup un déclenchement de dire j'ai envie de parler du glyphosate sous cette forme, j'ai envie de cette transformation de l'animal à l'homme, j'ai envie de parler de ça. Et de vérifier à chaque fois que le désir est là. Et que s'il y a le désir de travailler beaucoup, en étant payé très peu. Et sans revers d'effort. Frédéric? C'est toujours compliqué en fait quand on nous demande le conseil, parce que si on en avait un, on se le donnerait à soi-même déjà. Est-ce que tu t'en donnes de temps en temps? Ouais, j'essaye, mais en tous les cas, quelqu'un de plus jeune, je conseillerais d'abord de pas trop écouter les autres, parce que le chemin est tellement long, il y a tellement de gens qui vont intervenir que pas trop écouter, quoi. Faut s'écouter un peu soi, faut être un peu auto-centré pour une fois, je crois. Et les 2 autres micro-conseil que je donnerais, c'est d'avoir droit à la liberté. C'est recréer, même quand c'est du cinéma avec beaucoup de contraintes, c'est quand même avoir accès à une liberté de penser, de partager, d'avoir accès à l'autre, de partager des choses. Donc plus on va être contraint par l'économie, le truc, plus on va se rabougrir. Et puis le 3e, trouver un producteur avec qui on s'entend bien quand même. Ou une productrice, qui sait. Productrice. Merci beaucoup à tous les 3
déjà d'avoir partagé tout ça avec nous. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou des choses sur lesquelles vous avez envie de rebondir vous-même par rapport à tout ce que vous venez d'entendre? Des critiques, ou est-ce que vous avez trouvé qu'ils ont dit des trucs vraiment insupportables? Merci beaucoup déjà. Je voulais revenir sur le point de la responsabilité et vous dire quelque chose de très drôle. Moi, je suis ingénieure agronome, fille de paysan, donc vraiment à fond sur le sujet. Et moi, j'ai fait mon école d'ingénieur agronome en 2010. Et on commençait par un mois sur la responsabilité de l'ingénieur agronome face au monde. C'est-à-dire à quel point avoir une connaissance sur le rôle de l'écologie nous impose de faire une vie qui est reliée à ça et où nous impose d'agir en fonction. Et là où on a été très mauvais, c'est que les scientifiques, et je m'inclus dans le lot, on avait la connaissance, mais on était très mauvais dans passer l'information. Et là où vous avez une énorme responsabilité, c'est que vous êtes bien meilleur dans le fait de passer l'information, en étant un peu des artisans des émotions. Et vous avez vraiment, pour moi, la responsabilité, elle est transférée, je suis désolée de vous le dire, un peu sur vous et sur le monde du cinéma en général, parce qu'on a été tellement nuls pour transférer cette information et faire passer cette information au grand public. Et je voudrais rappeler quelque chose à ce que vous avez dit, Pierre. Les personnes qui payeront les pots cassés sur des impacts écologiques, ce ne sont pas les germano-pratins, ce sont déjà les pauvres qui ont des soucis à payer le ticket de métro. Donc, en fait, l'accès à l'imaginaire de ces personnes, qui est votre travail, est pour moi clé pour leur faire comprendre que de toute façon, ce sont eux qui vont payer les pots cassés parce qu'à Saint-Germain-des-Prés, ils vont installer la clim. Donc voilà, je voulais juste vous dire que pour moi, votre rôle, très honnêtement, est le plus important dans la phase dans laquelle on est, parce que l'éco-anxiété, la société est en train de prendre ça vraiment dans le quotidien. Et vous avez vraiment un rôle majeur pour moi. C'était pas du tout une question, je suis désolée. Mais je voulais vous remercier et vous dire que pour moi, le rôle que vous avez est juste clé. Merci. Vous aviez envie de dire un mot par rapport à ce beurrage de tartine ou ça va? Non? C'est pas que du beurrage de tartine, ça fout la pression aussi beaucoup. Bonjour, merci. Je remercie Cut parce que alors, les trois d'un coup là, c'est vraiment super. Voilà, moi il y a ma palme de cette année qui n'est pas une palme, mais bon, j'aurais bien aimé que le règne soit la palme cette année. Moi j'ai une question, est-ce que vous, pendant l'écriture ou pendant le travail de financement ou voilà toute cette élaboration, il y a eu des moments de censure dans vos scénarios? Alors peut-être plus pour Goliath ou pour les algues vertes, mais est-ce que vous êtes auto-censuré, même si la liberté, le retour au désir, etc. existent? Est-ce que il y a eu un moment où il a fallu ne pas dire des choses ou ne pas aller à certains endroits? Et est-ce que les financements ont bloqué certaines choses? Voilà. Je crois savoir que Wécourt a pratiqué une censure extrême sur les algues vertes. Notamment. Bon, je vais juste voir. Oui, bien sûr, il y a de la censure partout. On a été emmerdés, comme j'ai raconté tout le temps. Mais non, je vais juste vous raconter une anecdote. C'est que on n'a pas eu la région Bretagne parce qu'ils trouvaient le scénario pas intéressant. Bon. Et puis, donc, ils se sont dit, comme ça, le film va pas se faire, ils vont pas avoir leurs 200-300 000 euros, parce qu'on était vraiment à 3 sous près. 3 semaines après la fin du tournage, on a eu l'aide de la région Bretagne. En plus, on a dû surveiller pour pas avoir de procès. On a été forcé. Comme moi, j'étais dans la réalité des lieux. J'ai été forcé de changer des noms. Voilà, il a fallu vraiment, pour pas se retrouver avec des procès infinis, trouver la bonne carburation pour regarder cette réalité et en même temps... pas que les producteurs se trouvent devant des tribunaux pour les 2 ans qui venaient, quoi. Voilà. Donc, il y a eu un maire qui a fait un procès, celui où il y avait le mort des algues vertes principales. Il a dit, mais bien sûr, vous pouvez venir tourner quand vous voulez, sauf dans les endroits où c'est interdit. C'est-à-dire qu'il avait fait interdire tous les endroits où il y avait les algues vertes. C'était assez malin. Et à la sortie du film, il a dit, je vais faire un procès, mais il l'a pas fait. Voilà. Mais de l'autocensure, on passe notre temps. Vous savez, écrire, c'est se censurer, autoriser, se dire c'est intéressant, c'est pas intéressant. J'ai l'argent pour le faire, j'ai pas le temps, voilà. C'est un arbitrage seconde par seconde. Le tout, c'est de ne rien lâcher d'essentiel. Voilà.
Frédéric, vous avez des un problèmes peu comme Pierre, on a eu la région Bretagne, nous, dans laquelle on a tourné, mais auto-censure au sens où tu l'entends, en fait, je sais pas. Nous, on a été extrêmement prudents quand même. On a très peu diffusé le scénario. Quand j'ai enquêté, toutes les années où j'ai enquêté, on n'a jamais dit que j'écrivais un film. On a dit qu'on enquêtait pour un documentaire pour France Télévisions. On a reporté ça chez France Télévisions. On a été quand même très prudents. On se méfiait beaucoup de ça. Alors, ça nous a sûrement un peu protégés. Il n'empêche que quand on demande l'autorisation pour aller tourner au Parlement européen, on a l'autorisation. Puis quand ils lisent le scénario un mois plus tard, l'autorisation nous est retirée. Donc on a tourné tout sur fond vert, on a tout reconstitué en 3D. Ça, des coups comme ça, on en a eu pas mal. Comme Pierre, tout ce qu'on a tourné en région Bretagne, on a eu un refus systématique des agriculteurs ou des éleveurs intensifs. Ce n'ont été que des bio qu'on a fait passer pour intensifs à l'image, parfois, ce qui est quand même un comble. Les pauvres. Mais après, autocensure, je dirais presque que moi, en tous les cas, le chemin que j'ai fait dans l'écriture, j'étais tellement outré de ce que je découvrais à chaque fois qu'au contraire, ça me donnait des ailes. Et j'avais un producteur qui avait envie de ça aussi, qui avait envie d'avoir un cinéma comme ça, un peu de dénonciation à la John Borman à l'époque, de crier des choses et puis chacun verra ce qu'il a envie d'en faire. Pour autant, je rejoins Pierre parce qu'on a été prudent. J'avais pas envie de parler d'abord ni du glyphosate ni de Monsanto. J'ai bien fait puisque Monsanto a été racheté par Bayer entre-temps et que je trouvais par ailleurs que l'idée du film, c'était d'être un peu plus universel. J'avais pas le glyphosate, mais il y en a plein d'autres en fait. J'avais pas envie de faire le procès du glyphosate, ou alors il aurait fallu que j'explique que c'est un moyen de trouver une espèce d'universalisme donc j'ai inventé une molécule en fait que personne m'a posé la question d'ailleurs si elle était vraie ou fausse. Et puis voilà, donc c'est une espèce d'autocensure, mais ça n'a pas été une autocensure de trouille en fait quoi. Et évidemment, après ce qu'on redoute, c'est la sortie du film, la presse. C'est surtout ça, une presse qui pourrait ne pas être en accord avec le sujet, une presse entre guillemets progressiste, de manière réactionnaire, ça malheureusement on maîtrise pas trop, donc. Mais pas de censure de diffuseur ou de chaîne qui dit. Non. Non. Thomas. Pas à ce niveau-là, parce que pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement mon film se situe sur un terrain qui est plus métaphorique. Ce qu'on m'a souvent demandé d'enlever, enfin c'était un peu contradictoire en fait. On me demandait de rajouter des explications pour bien qu'on soit plus rassuré de l'histoire qu'on nous raconte, sur comment c'est arrivé tout ça, donner un vernis scientifique. Et inversement, on me demandait de moins montrer, parce que ça pouvait faire peur, et que ça serait quand même dommage que cette maladie, elle ressemble à une maladie. Parce que ça pourrait évoquer des choses qui sont négatives pour le spectateur, comme le cancer, etc. Donc c'était évidemment contradictoire et contre-productif à fond. Donc moi, l'écriture, je l'ai vécu comme un moment, et la conception d'ailleurs du projet, je l'ai vécu comme un moment plutôt assez jouissif où je me suis autorisé beaucoup de choses. Je suis passé par des versions très très amples avec, 200, 300 pages de scénario, et ensuite on a taillé là-dedans et c'était plutôt un moment qui était cathartique quoi, plus qu'autre chose. Et après il y a eu les contradictions dues à la rencontre du marché, parce qu'il y a un moment il faut faire le film avec un budget. Donc ça, mais ça c'est inhérent à tout projet. On n'a pas eu non plus la région Bretagne, mais on l'a pas demandé, cela dit. Ceci explique peut-être cela. Qui est-ce qui a une question ? Bonjour, alors merci beaucoup déjà. Je suis encore étudiante et j'aimerais rejoindre le monde de la production cinéma bientôt. Et je suis hyper concernée par les sujets environnementaux, donc c'est absolument génial d'être là et que ce soit de plus en plus important dans ce milieu. Une question plus sur la forme que sur le fond. Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place comme pratique verte sur vos tournages ? Et est-ce que ça vous a paru difficile ? Le chantier numéro 2. Écoute, on fait une entorse, on parle du chantier numéro 2, allez. Peut-être, Stéphanie, tu peux répondre ? C'est toi qui avais à construire des décors, à travailler avec les matériaux locaux, avec tous les transports, je sais pas. Non, tu veux bien répondre ? Oui. Je peux faire un petit préambule avant parce que c'est une question qui m'a souvent obsédé dans le cinéma et qu'on m'a beaucoup posée quand j'ai sorti Goliath. C'est que la première contrainte du cinéma, c'est l'économie quand même.
ce qui va pas toujours de pair avec l'écologie. Les scouts électriques coûtent très cher, les vélos électriques coûtent très cher, c'est hors de portée. Donc nous, on a ce gros poids très pesant tout le temps dans le cinéma. Hein. C'est-à-dire, il y a plein d'actions qu'on voudrait faire qui sont super, mais ça coûte trop cher, donc on peut pas les faire. Alors il faut qu'on se débrouille un peu avec ce qu'on a à portée de main, quoi. Alors, comment ça s'est passé sur les algues vertes ? Donc du coup, sur les algues vertes, j'avais surtout une fabrication importante qui était les algues en fait en elles-mêmes. Et effectivement, on a cherché, quoi qu'il arrive, à avoir des produits qui étaient biosourcés. De toute façon, moi, c'est ma demande en fait quand j'arrive sur un film, je prends que des produits biosourcés, je retraite les déchets, je recycle, je réemploie. C'est un peu la théorie des 3 R, hein, comme on appelle ça. Et donc, ça a été mon parti pris, en fait, dès le départ. Donc, on aurait pu faire les algues, par exemple, avec des latex, avec des fibres de verre. On aurait pu mélanger tout ça, faire une belle patasse avec des liants vinyliques. Enfin, voilà, ça aurait été magnifique. Ça aurait été très pratique et très rapide. Donc, on n'est pas parti là-dessus. On a fait des tests. On avait très peu de temps sur ce film parce que, voilà, petite économie. Et on a été assez commando. Mais c'était génial. J'ai eu une super équipe qui a été derrière moi parce que bretonne, donc très engagée. Et on a fait des tests à partir de matières végétales. Et on a travaillé. Puis on a fini par trouver, évidemment, un process. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour rejoindre ce que disait Frédéric, c'est une véritable volonté en fait qu'il faut avoir. Et on a beaucoup de freins parce que moi, c'est quelque chose que je mets en place sur tous les films que je fais. Et je peux vous assurer qu'il y a des moments où j'ai des équipes qui me disent non, quoi, les miennes, mes propres équipes, quoi. Parce que c'est très compliqué, c'est des leviers à vraiment mettre en place qui sont pas simples. Il faut changer tous nos process en fait de fabrication. Des gens qui ont des process depuis 30 ans, ils n'ont pas envie tout à coup de retrouver toutes les techniques, quel vernis je vais mettre, quelle peinture je vais mettre. Et c'est valable un peu dans tous les corps de métier. Donc du coup, c'est pas simple, mais bon, ça évolue. Ça évolue et ça évolue vraiment de façon assez positive. Le CNC est quand même très moteur. Donc voilà, petit à petit, on y arrive, quoi. Et donc les algues vertes ont été on a été très vertueux, en tout cas à la déco. Il y a 2 ans, 4 ans, précédent film, je m'étais énervé parce qu'on m'avait donné une voiture diesel. Donc je dis, je vais pas rouler en diesel. Là, pas une voiture diesel de tout le film sur toutes les locations. Par exemple, s'il y a un petit truc qui se passe, voilà, un exemple concret. Et une cantine végétarienne, je crois. Et une cantine végé mais ils ont quand même mis un petit peu de protéines animales pour ceux qui en voulaient. Mais globalement, c'était quand même végé. Voilà. Okay. Thomas, toi, tu as des pratiques particulières sur le film ? La cantine était assez règne animal, hein, quand même, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, il y avait la proposition, il y avait la possibilité pour ceux qui, voilà, il y avait la possibilité de manger végétarien, effectivement, pour ceux qui en avaient envie. Ce qui a marché de mieux en mieux, parce que c'est vrai que ça résiste mieux à la fatigue, en fait. Non, là, un endroit où on a essayé de faire un effort, et c'est peut-être là où économie et écologie ça va peut-être de pair. C'était sur la conception, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu. Après, c'est peut-être les besoins spécifiques de ce film-là, mais on avait une grosse partie de notre production, nos enjeux de production et nos coûts de production qui dépendaient de nos créatures. Il fallait fabriquer des créatures, et quand on a commencé à se renseigner sur comment on fait ça, sachant qu'il n'y a pas un énorme savoir-faire en France en production, quand on regardait à l'étranger, la réponse était claire, c'était il faut gaspiller. C'est-à-dire il faut créer beaucoup plus que ce qu'on va utiliser, que ce qui va rester. Parce qu'il y a des choses qui marcheront pas sur le tournage, parce que donc faut faire de la masse, et là-dedans on prendra notre. Donc ça, on a essayé de pas faire ça. Et on a vraiment réussi à pas faire ça, ce qui a été hyper long. Donc ça veut dire qu'on a dépensé un peu plus de cerveau et de dessinateur et beaucoup moins en fabrication. Donc là, ça veut dire aussi qu'on a peut-être eu ce luxe-là de faire une prépa très longue. La prépa a duré quasiment 1 an et demi. J'ai fait 1 an et demi de design avec des dessinateurs de BD, des designs. Enfin, je faisais sans arrêt des retours. Tout était très itératif entre le casting, les designers, et les fabricants de SFX, MFX et les débats sur les VFX qui sont aussi à la fois très chers et très coûteux en CO2. Du coup, on a essayé de ne fabriquer que ce qu'on filme. C'est-à-dire que la fabrication, elle dépend même pas des scènes ni des personnages qu'on a choisis, elle dépend des storyboards. Donc ça, c'est vraiment. Enfin, moi, j'avais jamais charcuté à ce point-là. C'est-à-dire il y a quasiment pas un maquillage dont on ne voit pas tout.
Donc ça a été, c'est d'ailleurs ça a été la condition pour le faire aussi. Mais je pense que si on avait eu un green light global pour faire tout ce qu'on avait en tête, dans l'idée de, on sait jamais, c'est risqué, si ça se trouve ça marchera pas. Ça me semble très très compliqué aujourd'hui de travailler comme ça. Globalement, de toute façon, on sait que faire des économies de matière, d'énergie, d'argent, ça se fait à l'écriture et à la prépa d'abord, quoi. C'est vrai que quand les prépas sont courtes, souvent on s'aperçoit que derrière on gaspille énormément, et de temps et de... Ouais, ça c'est sûr. On va prendre encore 2 questions. Bonsoir, merci d'abord. Je voulais faire une petite parenthèse avant de poser ma question par rapport à ce que vous aviez dit. C'est qu'il y a un collectif qui s'appelle Sequoia qui propose une méthode pour aider justement à avoir des éco-tournages et des gestes plus simples, que ce soit pas que la cantine, mais aussi les costumes, où souvent on a tendance à acheter beaucoup trop et dans toutes les tailles, alors encore plus en publicité que dans le cinéma, mais ou aussi sur le transport des comédiens et de l'équipe technique. Des alternatives aussi, que ce soit dans la construction des décors et autres. Donc voilà, Sequoia. Et sinon, ma question, c'était quels sont vos prochains projets et ont-ils aussi un message écologique, sans trop dévoiler évidemment, j'imagine, mais ont-ils aussi une portée écologique ? Moi, je voulais juste quand même avoir une réflexion sur l'écologie avant de parler de mon prochain projet. Je ne sais pas quelle est la solution parce que c'est un tel chantier national, mondial. On sent qu'il est compliqué quand même, ce sujet. Il prend, mais il est compliqué. Je crois en tous les cas qu'il faut faire preuve d'énormément de pédagogie et pas stigmatiser parce que là ce que vous dites, bien sûr, en fait, moi je vois les évolutions sur les tournages. On fait tous plus attention. L'idée de salir la planète, ça y est, elle est arrivée. On en a conscience. Mais pour autant, je sais pas, Chloé, elle pourrait témoigner, elle a fait un tournage très, très écolo il n'y a pas très longtemps, mais ça devenait absurde. C'est-à-dire les acteurs n'avaient pas de scénario, papier. Donc, elle est allée se faire imprimer son scénario quand même, parce qu'elle a besoin de prendre des notes. Ils se déplaçaient tous à pied. Alors, c'est pas un problème de se déplacer à pied quand il y a 100 mètres à faire, mais quand il y a 600 mètres pour un acteur, il peut quand même perdre sa concentration le matin, d'y aller avec son costume. Enfin, il y a tout un tas de considérations, c'est-à-dire de pas stigmatiser non plus, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on est dans le cinéma que on est des gros cons et on dépense plein de choses, d'arriver en fait à faire suffisamment de pédagogie pour que ça nous concerne tous au fond de notre cœur et qu'on se dise ça devient un truc normal en fait. L'écologie devient un truc normal. Et donc, pour qu'elle devienne normale, il faut pas non plus la séparer de la sociologie, de l'aspect social des choses, ni des salaires, ni de la considération des gens. Et ça, j'avoue que moi, je n'ai aucune idée de comment faire. Souvent, quand je faisais Goliath en tournée, on me disait « Mais vous, qu'est-ce que vous faites ?» Alors, je disais « Moi, j'élève des enfants. Déjà, je suis papa, donc je les élève avec une... » Déjà, t'as fait des enfants. Écologiquement, c'est très mal. Oui. Non, mais ça, c'est un truc terrible. Quand on était énormément avec les Verts, quand on présentait le film, qu'on les a accompagnés avec les Verts, c'est le truc, je crois, le plus triste que j'ai entendu de ces 10 dernières années. Il y avait beaucoup de jeunes avec qui on discutait. On avait un tout petit bébé, nous, à cette époque. Et les jeunes femmes nous disaient, mais nous, on ne veut pas de bébé. Et on trouvait ça, nous, d'une tristesse. C'est-à-dire, si c'est défendre un monde pour ne pas que les enfants s'en émerveillent, pour moi, c'était un non-sens. Donc, j'aurais personnellement tendance à me battre pour la beauté du monde, la beauté de la nature que tu montres, dont tu parles très souvent, qu'on filme tous aussi, dont Thomas est presque l'ambassadeur cette année, et qu'il faut absolument défendre, mais dans une idée pédagogique, d'essayer de changer ces matrices qui sont totalement... vieillotte pour ne pas dire réac, quoi. Moi, mon prochain film, c'est une adaptation de Fantomas. Rien d'écologique. C'est pas l'adaptation de la littérature de Fantomas au début, donc le grand mal qui s'abat sur le début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale. Et puis une montée de l'extrême droite à cette époque, des gens qui résistent et le mal qui tape sans raison, quoi. Bon, rien à voir. On voit quand même quelque chose de ce monde contemporain. Thomas ? Non, moi je vais faire court. J'ai plusieurs chevaux. Ça veut dire que j'ai pas trouvé encore le bon. D'accord. Oui, non, moi j'ai dit j'ai le virus, mais j'ai envie de retrouver un sujet, si je peux, de cette nature, mais je parle jamais des films que je vais faire. Voilà. Je suis toujours parti du principe qu'un film, on parle pas du film qu'on va faire, on le fait, puis une fois qu'il est fait, on en parle, mais je parle jamais des films que je vais faire. Voilà. En espérant que je le fasse. Déjà, au départ. Est-ce qu'il y a une dernière ? Ah là là, vous en avez 3. Oui, mais alors...
Allez, ça va être vous. Merci beaucoup pour cette conférence qui est vraiment très, très inspirante et intéressante. Et je voulais revenir à ce que vous aviez dit à un moment, Frédéric. Il faut trouver un producteur. Et c'est une question qui m'intéresse pour savoir comment est-ce que cette jonction entre l'écriture, la construction d'un scénario, et puis ensuite trouver la personne, l'équipe qui va accompagner et financer et aider à monter le financement. Est-ce que vous pourrez nous en parler un petit peu ? Voilà. Merci. Alors, ça pourrait être une autre conférence. Non, mais je parlais pas tant d'ailleurs d'un producteur, mais de s'attacher à un producteur, parce que je sais pas ce que pensent mes camarades, mais faire un film, c'est quand même exténuant. C'est une mise à l'épreuve pendant des années, c'est énormément de sacrifices, et il y a assez peu de gens à qui on va s'accrocher en fait dans ce long chemin. Et le principal, ça va être le producteur ou la productrice et le co-scénariste. Évidemment, il va y avoir les acteurs, le directeur photo, mais ils vont être là un petit moment, ils vont être là quelques mois sur les années. Alors, je crois quand même que le rocher où on doit s'accrocher, enfin moi, c'est la sensation que j'ai, c'est mon producteur ou ma productrice, parce que ça va être mon sparring partner. On va partager les mêmes idées ou pas. Il vaudrait mieux qu'on les partage, mais on va se boxer un moment, on va être ému des mêmes choses, on va faire les mêmes sacrifices, on va voir. Donc je sais pas trop comment il faut le trouver. Moi, je n'en ai que 2 dans ma carrière de cinéma que j'ai pas cherché, que j'ai connu et avec qui on a eu les mêmes envies. Mais je me rends compte de l'importance et de la difficulté que c'est de faire ce chemin ensemble, qui est un chemin de âpre, semé d'embûches, fait de doutes, de fatigue, de remise en question, de critiques cinéma qui nous défoncent au dernier moment parce que ça les amuse. Et que ça met beaucoup à l'épreuve, quoi, et que c'est le seul finalement référent, c'est le seul phare qui sort de la brume quand la brume est très épaisse, quoi. Encore bien démoralisé tout le monde là. Moi, je voulais faire un film. Moi, quand je commence le cinéma il y a bien longtemps, personne ne veut produire. Je coproduis avec Luc Besson un premier film en noir et blanc qui s'appelle Le Dernier Combat. Et alors donc vraiment personne ne veut produire ça, personne ne veut produire mon premier film. On est une époque où on fait 120 films en France, c'est-à-dire très peu, et c'est la grande époque de L'Ombre et Le Mondo, etc. Donc si on n'est pas là-dedans, on ne fait pas de films. Donc il y a toute une génération qui produisent eux-mêmes leurs films. On crée tous notre boîte de prod, d'où l'association que je préside actuellement, qui est les auteurs, réalisateurs, producteurs. C'est-à-dire qu'on a tous été à un moment auteurs ou réalisateurs et producteurs. Les choses ont beaucoup changé. Il faut se souvenir de la phrase de Fellini, la méfiance entre le producteur et le réalisateur doit être totale et réciproque. Voilà, donc il racontait ça très très bien. C'est plus du tout ça aujourd'hui. C'est plus du tout ça. Il y a beaucoup de jeunes producteurs formidables partout. Moi, je travaille avec des jeunes producteurs depuis 10 ans. Et il faut bien comprendre que le producteur, comme disait Frédéric, c'est pas un partenariat, c'est un compagnonnage. C'est votre compagnon de route. Et il faut savoir ce qu'on appelle le final cut en France. On dit, mais en France, il y a le droit d'auteur. Non. Le film, il est fini quand le producteur et le réalisateur se sont mis d'accord. Donc, c'est vraiment ce mariage-là qui va être l'essence de votre travail. Et c'est aussi, comme disait Frédéric, le producteur, c'est le premier à qui vous allez pitcher le sujet, vous allez discuter. Et puis, 1 an et demi après, à la 5e version du scénario, vous dites, mais souviens-toi, il y a 1 an et demi, tu m'avais dit, ça, ce personnage-là, c'est plus ça aujourd'hui. T'as changé, c'est ton choix, c'est très bien, mais t'es sûr que ça, tu n'en veux plus. Voilà, c'est un partenariat. On peut le vivre avec cynisme. J'ai certains de mes camarades qui ont fait des films magnifiques avec des producteurs très différents, à qui ils suçaient la moelle pendant 3 ans, ils allaient voir un autre producteur après. Hein. Ça marche aussi très bien. Je veux dire qu'il dépassait le budget, il dit je l'encule, celui-là, je l'emmerde, je vais lui prendre le blé, je vais faire le film. Non, mais franchement, j'en connais. Voilà. Et ça, c'est un choix de vie. Et ils ont l'air très heureux comme ça. Moi, c'est vrai que le partenariat m'amuse plus. Le compagnonnage, je trouve ça plus joyeux, mais après, chacun fait comme il sent. Oui, non, je suis totalement d'accord avec cette vision des choses. Pour moi, le producteur, c'est un partenaire. Quand j'ai juste fini mes études de scénario, il y avait une élève qui était sortie 2 ou 3 ans plus tôt et qui me disait il faut trouver son père, il faut trouver son père ou sa mère, quoi, un producteur ou une productrice Et j'ai rencontré effectivement des gens d'une autre génération et ça a moins bien marché aussi. Alors bon, ça c'est très
personnel, mais en tout cas, le choix que j'ai fait moi à cette époque-là, c'était de démarrer avec quelqu'un qui avait pas plus d'expérience que moi, qu'on n'avait rien fait tous les deux. J'avais fait un petit court-métrage, il avait produit à peu près rien, et il est devenu producteur en même temps que je devenais réalisateur, et c'était assez agréable de se voir grandir aussi là-dedans, et de cultiver ça, quoi, de cultiver cette curiosité, cette confiance, et le principal c'est dans ce que dit Pierre, c'est qu'effectivement c'est quand même la seule personne, le producteur, à qui on peut exiger d'avoir du recul sur ce qu'on fait, tout en ayant toujours la même exigence, la même bienveillance. C'est le seul qu'on autorise à critiquer tout le temps, en fait. Donc il faut quand même l'aimer beaucoup, hein. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir partagé vos expériences et votre science des films. Et merci beaucoup à vous d'avoir été là ce soir. Merci de continuer à faire vivre ce mouvement. Enfin, c'est au-delà d'être une association, notre but c'est de créer un mouvement, quoi. C'est que ces conférences vous donnent du jus, vous donnent du désir, vous donnent de l'envie de faire des films et de les faire le mieux possible et de participer à construire un monde dans lequel on aura envie de faire des enfants et on aura envie de vivre, tout simplement. Merci. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou, encore mieux, venir échanger avec nous à la Recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro porte de Clignancourt.